Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce bœuf politique qui s'est aujourd'hui déplacé à Genève, en Suisse, mais pas dans le même hôtel, vous voyez de quoi je parle. On est juste un peu à côté, on n'a pas assez de moyens pour aller dans le grand hôtel. Nous allons recevoir pour ce bœuf politique Bertrand Roger Diogué, qui est juriste. Nous allons évoquer les investissements internationaux au Cameroun, son pays d'origine. J'espère qu'il est toujours camerounais et qu'il n'a pas de double nationalité. Bonjour Bertrand. Oui, bonjour Jackie. Comment ça va? Ça va bien. Bon, je ne sais pas les mains aujourd'hui. Voilà. C'est passé un problème là. Donc, bon, alors, vous êtes juriste de formation. Ça, c'est ce que je sais, mais le grand public ne vous connaît pas, Bertrand Roger Diogué. Qui êtes-vous? Tout à fait, Jackie. Je suis quelqu'un de peut-être un peu trop discret. Je suis, comme tu l'as dit, ou comme vous l'avez dit, Bertrand Roger Diogué. Je suis juriste de formation. J'ai un doctorat en droit de l'Université de Lausanne et plus précisément en droit des investissements internationaux. J'ai fait mon parcours, une partie de mon parcours à l'Université de Yaoundé jusqu'en maîtrise en droit des affaires. Et puis je suis venu en Suisse où j'ai fait un master en droit international économique et en droit européen. Et avant de le terminer par un doctorat en droit. Rassurez-moi, ce ne sont pas les petits Suisses qui vous ont attiré en Suisse? Non, absolument pas. Je suis venu en Suisse de mon plein gré. C'était pas les hôtels non plus? Absolument pas. J'y suis resté pour des raisons professionnelles, principalement. Ah d'accord. Et aujourd'hui, vous exercez dans quoi? Aujourd'hui, je suis représentant des œuvres d'entraide pour les pairs. C'est une organisation qui s'occupe de la protection des réfugiés. Je leur apporte du conseil juridique. Et parallèlement, je travaille aussi pour le Swiss Integration Center for Integration Health. What does it mean? It's a company dealing with health in biogenetics and health matter. I see. Oui. I see. It's very complex for me. I don't understand. To stay here. Yes. Okay. Alors, depuis combien de temps vivez-vous en Suisse? C'est depuis 20 ans. 20 ans. Oui, je suis arrivé en Suisse en 98. Oui, voilà, c'est 98 et puis voilà, ça fait un peu plus que 20 ans que je suis en Suisse. C'est beau, hein, le lac, hein? Ah oui, le lac, il est magnifique, il est très beau. Malheureusement, on aurait pu avoir un lac municipal à Yaoundé ou bien les berges du Vouri aussi bien aménagées. Ah bon? Malheureusement... Vous savez, ce lac de Yaoundé était très bien aménagé dans les années 70. Effectivement, c'est ce que... Propre, oui, mais c'est ce que j'ai vu. La foire de Yaoundé était autour du lac. Mon papa m'y amenait, j'étais gamin. C'est ce que j'ai vu sur les cartes postales, en fait. Ah, vous l'avez vu dans les cartes postales? Oui, exactement. Je n'étais pas à Yaoundé à l'époque. Moi, j'ai grandi à... Je suis né à Bafou, à Tchang, et j'y ai fait mon école primaire. Ensuite, j'ai fait le secondaire au lycée Bilen de Boya. Donc, c'est pour ça que Yaoundé, je suis arrivé pour mes études en 89. 89? Oui. Ah ben moi, j'y étais déjà. Donc, ce lac était très beau. Ah, oui. Aujourd'hui, la couleur de l'eau est verte. Malheureusement, certainement. Non, certainement, c'est des algues et des végétaux qui poussent dans l'eau et qui stagnent. Il n'y a pas d'entretien, donc voilà. Ça nous amène à ce qu'on appelle les investissements au Cameroun. Alors, déjà expliquer au grand public, parce que tout le monde ne comprend pas les thèmes techniques. Là. Les investissements bilatéraux, qu'est-ce que cela signifie? Les investissements, on peut parler déjà d'un cadre plus globalement des investissements internationaux. C'est les investissements qu'un étranger fait dans un autre pays que le sien, que le pays de sa nationalité. Donc ça veut dire, comme une grosse entreprise de lait que je préfère ne pas citer. Exactement, va au Cameroun installer une usine. Au point où M. Bissek finit par fermer, on ne sait pas. Bon. Oui, au point où M. Bissek finit par fermer, mais ça c'est le côté négatif de l'incitation aux investissements internationaux en fait. Peut-être on aura l'occasion d'y revenir, mais l'investissement international c'est nécessairement l'investissement qu'un étranger fait dans un pays autre que le sien et ça doit être un investissement... Et généralement, les traités internationaux et la réglementation internationale mettent de côté les investissements de portefeuille. C'est-à-dire les investissements qui consistent juste à financer
à financer une entreprise ou une activité économique à l'étranger. À l'étranger. Oui, très souvent on ne tient pas compte de cela. On ne les qualifie pas d'investissements internationaux, même s'ils le sont, mais sur le plan juridique, ils ne sont pas qualifiés tels quels. Et c'est quoi la bilatéralité dedans? Les investissements bilatéraux ou bien les accords ou les conventions ou les traités sur les investissements bilatéraux, c'est lorsque deux pays signent un accord qui vise à faciliter, à régulariser le traitement ou à protéger les investissements dans un pays et cela de façon réciproque. On va rester sur le cas de la Suisse, qui est votre pays d'adoption. Exactement. Et le Cameroun, votre pays de naissance. Oui. Qu'est-ce que la Suisse investit au Cameroun et qu'est-ce que le Cameroun investit en Suisse? Ça, c'est une question. Je veux pas dire une question piège, mais ça, c'est une question assez taquine parce qu'elle elle renvoie à la bilarité ou à la réciprocité des investissements. Des investissements. C'est vrai que la Suisse investit en Suisse, la Suisse investit au Cameroun, vous pouvez investir au Cameroun. Dans les produits laitiers. Dans les produits laitiers, à la ferme suisse, les produits, les dérivés du cacao. Oh. Et la Suisse investit. Mais malheureusement, on n'assiste pas à une affluence des investissements camerounais en Suisse. Pourquoi? Non, je n'ai pas fini, mais il y a quand même quelques investissements. Il y a par exemple la banque, la African First Bank, qui a un kiosque. Ne le faites pas la pub, ça appartient à mon ancien patron. Ah, d'accord, ok. Paul Foucan Kamouni, aussi le patron de Vox Africa, qui ne m'a jamais payé, je le dis ici. D'accord, il y a une banque camerounaise qui a un guichet qui a un pignon, qui a pignon sur rue. À plein Genève qui est une capitale financière mondiale, mais j'imagine que derrière le guichet, il y a d'autres activités bancaires et financières. Que bancaires? Oui, et les activités financières, il y a beaucoup d'activités financières possibles, mais je ne saurais pas dire exactement lesquelles parce que je n'ai pas été creusé au fond. Mais je sais que c'est un investissement camerounais. En dessous du lac, vous n'aurez pas trouvé grand-chose peut-être. Alors, est-ce que les investissements suisses au Cameroun favorisent la formation? Oui, les investissements suisses au Cameroun devraient, je reste toujours dans le cadre de ce qui est écrit dans l'accord, devraient favoriser la formation puisque c'est même l'un des rares accords dont le titre fait mention du mot coopération. Ce n'est pas seulement les investissements, c'est investissements et coopération entre les deux pays. Donc, en fait, ça devrait favoriser la formation. Ça devrait. Oui, en tout cas, quand on parle d'un texte de loi, sincèrement, il faudrait mener une étude statistique sur place pour vérifier si c'est le cas. Mais je sais qu'il y a eu des centres de formation au Cameroun qui étaient financés par des Suisses. Et je pense que ça peut, les autorités suisses, les autorités camerounaises ont certainement utilisé cet accord pour pouvoir mettre sur pied ces centres de formation. Vous êtes sûr du peut-être? Non, je sais qu'il y en avait dans la région du centre et du sud. Toujours du centre et du sud, quoi. Oh, toujours, il ne faut pas... J'aurais bien vu les investissements de la Suisse plutôt dans un coin du Cameroun qui, sur le plan du relief, est le même que le leur. Oui, on aurait imaginé, mais il faut aussi se dire que les investissements privés internationaux, ce n'est pas une affaire d'État. C'est d'abord le privé qui attire les investissements vers un pays. Ou bien c'est vrai que l'État doit inciter, doit organiser le cadre général des investissements, mais les investissements, c'est une affaire de personnes privées. De personnes privées. Oui, et chaque investisseur investit en tenant compte de ses contraintes et de ses attentes. Et chaque pays qui reçoit les investissements doit choisir les investissements selon ses attentes. On peut dire ça aussi. Non, pas toujours. Pas toujours. On ne va pas venir vous imposer quelque chose que vous ne voulez pas soutenir. On n'impose pas. Vous êtes OK, quand même. Oui, on n'impose pas, mais tant que l'investissement remplit les conditions posées par l'accord ou par une loi, même la loi nationale, l'État ne peut pas refuser. Un Suisse qui va au Cameroun, qui veut construire une usine à moto,
ou bien qui veut faire une fabrique pour griller des arachides et les vendre, l'État camerounais ne devrait pas, je dis toujours, ne devrait pas refuser parce qu'il n'y a pas un plafond d'investissement ou bien un plancher d'investissement prévu dans le cadre de... C'est pour cela que certains ont commencé à faire fuir des beignets. Si vous insinuez là, vous parlez là des investissements, ou pas des investissements, des Chinois, des activités. Nous arrivons sur eux là. Voilà, des activités. Car pour la Suisse, on a compris, il n'y a pas de réciprocité. Exactement. Car ce n'est pas le petit guichet de la Finland First Bank qui fait un investissement d'un Camerounais en Suisse. Mais il n'y a pas de réciprocité dans les faits. Mais l'accord prévoit la réciprocité. L'accord prévoit. Oui. Donc c'est au Camerounais. J'aimerais bien voir un Camerounais être actionnaire chez Nestlé, par exemple. Non, c'est tout à fait possible. Ah bon, c'est juste une capacité. Là, c'est une capacité de financement, tout simplement. C'est pas interdit. J'ai dit que j'attends de voir. Oui. J'ai pas dit que c'est interdit. Non, c'est une capacité de financement. Et puis ça, il s'agit d'un investissement de portefeuille. J'ai dit, j'attends de voir. D'accord. Ce programme vous est proposé par Devisé au fret, spécialiste du transport international Afrique, Dom-Tom, Océan Indien. Plus 33 139 85 14 23. Au-delà de l'évocation du sujet stricto sensu, nous allons maintenant nous présenter sur ces histoires d'acquisition des terres. Oui. Bon, on va commencer. Je ne vais pas taper que sur celui qui a les yeux bridés. Je vais commencer par moi. Exactement. Vous savez que je n'ai toujours pas... de terrain au Cameroun. Je n'ai toujours pas la double nationalité. Même si Samuel Eto'o, mon frère du quartier, c'est là, oui. Je ne l'ai toujours pas. Oui. Donc je vais parler de la France. La France aurait acquis des hectares de terre à l'est du Cameroun pour une durée de plus d'un siècle. Êtes-vous au courant de ça? Ça m'étonnerait que ce soit pour une durée de plus d'un siècle, parce que les baux amphithéotiques vont de 18 à 99 ans. Sauf s'il y a eu une clause spéciale leur offrant cette possibilité. Mais ça devrait, je dis toujours, je mets toujours tout au conditionnel en tant que juriste. Je préfère ne pas me prononcer sur des sujets dont je n'ai pas la maîtrise. C'est malheureux pour vous, car le journaliste que je suis... Oui, c'est différent, c'est deux métiers différents. On m'a clairement dit que cette durée est d'un siècle et demi. Donc vérifiez chez les téléspectateurs, 150 ans. Effectivement, ça c'est à vérifier. Ça c'est à vérifier. Vous aussi vérifier. Je n'arrive pas encore à vérifier au ministère des Affaires étrangères français. Effectivement, notre malheur, c'est que les contrats que passe l'État ne sont pas toujours publiés. Et même les députés ne sont pas au courant, car j'ai interpellé un député RDPC, je ne veux pas citer son nom de peur qu'il ne soit pas réinvesti prochainement. Ils ne sont pas au courant de ce qui se passe. Exactement. À l'Assemblée nationale. Oui, ça ne devrait pas se passer parce que de toute façon c'est une concession et c'est un bail, c'est une location de terre. Parce que l'étranger ne peut pas acquérir de biens fonciers au Cameroun, de biens immobiliers au Cameroun. Alors, il y a aussi l'acquisition des terres agricoles camerounaises par des Chinois. Oui. Et il y en avait déjà beaucoup dans la région du centre-sud, mais il paraîtrait, je dis encore, continuez, car c'est impossible de vérifier auprès des Camerounais comme auprès des autres. Il paraîtrait qu'on vient de leur octroyer des 125 000 hectares de terre dans le sud. Dans le sud, oui. En fait, c'est une question qui a plusieurs dimensions en réalité. Parce que le problème de l'accaparement des terres, ce n'est pas seulement les Chinois. Il faut déjà remonter dans les années 90 pour voir le Bakouré, l'un problème qui est survenu. En fait, c'est une revendication des terres occupées par la CDC. Après le décret portant privatisation de la CDC. Ça, c'était dans le nord-ouest. Le sud-ouest, oui. Le sud-ouest. Oui, Chevalier Boyade. Alors, les autochtones se sont réunis en Bakouré-Land Committee pour écrire au président pour rédiger un mémorandum revendiquant le retour, la rétrocession des terres dont l'exploitation, parlons toujours de l'exploitation, c'est pas la propriété, dont l'exploitation avait été confiée à la société qui a été issue de la privatisation de la CDC, une société sud-africaine. C'est une entreprise qui appartenait à l'État. La CDC appartenait à l'État, c'était une entreprise publique et avec des participations
privées. Venant de quel pays? Venant de local. C'était des participations privées locales à l'époque de certaines dignitaires de la région ainsi que des communautés villageoises. Mafani Moussongo est dans l'affaire, je crois? Là, je ne peux pas dire. Je ne connais pas la composition de l'actionnariat de la CDC à l'époque. Mais à l'époque, c'était une société publique qui plus tard a été, certaines activités ont été privatisées, dont les activités de DVA-culture, bananerais étaient privatisées auprès d'une société sud-africaine. C'était surtout ça le problème. Il y a pas Bolloré dedans? Bolloré, pas la banane, c'est pas plutôt PHP dans le Mongo? Non, ça doit être ça aussi. Oui, exactement. C'est possible, mais je reviens tout de suite sur Bolloré et le Mongo. Oui. Dont les Bakourés ont réclamé la rétrocession de ces terres. Je n'ai pas la suite de cette action, je ne sais pas ce qu'il en a été. Et assez récemment aussi, il y a eu le problème, l'histoire de Héraclès Farm. Expliquez pour que... Oui, Héraclès Farm, en fait, c'est une région près de Manfé, ou dans la région de Manfé, qui a été rétrocédée à une entreprise américaine pour la culture Non, qui a été cédée dans ce cas-là, pas rétrocédée, mais cédée. Mais pas les terres. Les terres ont été cédées. Je préfère parler de cédées dans la mesure où, de toute évidence, ça ne serait qu'une concession. Ce n'est jamais la propriété du sol. Et ça ne peut pas être la propriété du sol. Parce que l'État camerounais ne peut pas céder la propriété du sol à des étrangers. Ah, c'est dans la Constitution? Oui, c'est dans la loi foncière. Vous savez, la loi au Cameroun, exactement, c'est pour ça que j'ai dit la loi prévoit. Voilà. Après, on reviendra sur... Parce que le sous-sol camerounais n'appartient pas au Camerounais. Exactement, après, on reviendra sur l'applicabilité des lois, en fait, qui est une entrave aux investissements au Cameroun. Donc les terres ont été cédées à Héraclès Farm et qui devait déforester, donc enlever les arbres pour pouvoir planter les palmeraies. Et ça a fait l'objet de protestations des ONG locales, ONG internationales des populations locales. Et j'ai lu dernièrement que le ministre avait pris la décision de suspendre cette concession. Donc, pour arriver au problème chinois, effectivement, ça a fait les grandes lignes dernièrement. Et l'Institut américain de l'Université américaine, Johns Hopkins, je crois, qui a publié l'information, a classé le Cameroun comme le pays d'Afrique où les Chinois avaient accaparé ou occupé une forte pénétration chinoise et qui est très loin des deuxièmes sur le rang, en fait. Et j'aimerais juste dire, quand on analyse le statut juridique de cette session, on peut être moins émotif et plutôt considérer ça comme un investissement, en fait. Un investissement du Cameroun? Un investissement des Chinois, des Chinois au Cameroun. Même si cela peut porter à un certain mécontentement social, cela peut juste être considéré comme un investissement dans la mesure où, comme je l'ai dit tantôt, les terres ne me semblent pas avoir été cédées définitivement aux Chinois. Mais la durée... Oui, la durée, effectivement, parce que c'est au moins 2 générations. C'est un bail amphithéotique à terme de 99 ans, c'est au moins deux générations. Effectivement. Et le risque aussi, c'est que les populations locales soient asservies et appauvries. Parce qu'ils seront considérés, ils ne pourront plus que travailler pour les entreprises chinoises. Et on sait comment les entreprises chinoises se comportent au Cameroun. Ah, oui. Ça vous le savez, vous allez peut-être nous en dire un peu plus. Voilà. Quand nous allons savoir comment se comportent-elles. Oui. Avant d'y arriver, et toujours pour essayer d'atténuer le scandale autour de cette prétendue vente des terres camerounaises, il faut dire que la surface occupée par les Chinois semble énorme parce que ces entreprises chinoises ont hérité des activités d'EVECAM.
Oui, exactement. Ces sociétés chinoises ont hérité des activités d'Evecam, en plus d'autres concessions qui ont été faites ou qui ont été faites à d'autres entreprises chinoises pour cultiver du riz, par exemple. Donc du coup, ça a explosé la surface des terres occupées. Mais il reste toujours que PHP, la fameuse entreprise française, en termes d'étendue de territoire occupé ou de terres occupées, reste le numéro 1 en termes d'occupation du sol camerounais. Oui. Alors, vous qui êtes juriste, Roger Djogé, dites-moi, est-il normal que de telles cessions de terres soient faites aux entreprises ou aux nations étrangères dans un pays normal? De gauche, je dirais que c'est pas normal. Parce qu'on devrait, vu les implications politiques et sociales, on devrait au minimum consulter les députés, les représentants du peuple camerounais et consulter les populations locales. Qui ne sont jamais consultés. Qui sont jamais consultés, et c'est un grand tort parce qu'après tout, c'est à eux que revient la propriété sur ces terres ainsi cédées. Roger Djogé, ne pourrait-on pas tout simplement imaginer que quelqu'un décide de développer l'agriculture au Cameroun et confie ces terres-là aux Camerounais? Je prends un exemple. À Fumbote, pas très loin de la mission catholique où j'ai passé toutes mes vacances, tout Mangloum était exploité par Victor Foto et du bon haricot vert en sortait. Ne peut-on pas imaginer que des opérateurs économiques camerounais occupent ces terres-là et produisent des denrées dont le Cameroun a besoin déjà pour son autosuffisance alimentaire? Là, il s'agit d'une question purement économique et une question de politique interne, en fait. C'est une option du gouvernement camerounais que de céder des terres ou bien de confier des terres à des hommes d'affaires locaux. Et c'est une option qui pourrait être bénéfique, ou même de procéder à une réforme agraire ou foncière, de telle sorte que des terrains puissent être alloués à des jeunes qui aimeraient mener des activités agricoles. On l'a vu à l'époque de son excellent prédécesseur, voilà, exactement, qui a mis sur pied le projet de la Révolution verte. Voilà. Et on a vu ce que ça a apporté au Cameroun. On pourrait imaginer exactement la même chose ou autre chose, une autre variante de ce gouvernement, mais c'est une question purement d'option politique, en fait. D'option politique. Oui. Alors, c'est une option politique qui a été prise au Burkina Faso il y a 6 ans. J'ai été invité par le Premier ministre Luc Adolphe Tiao, que je salue. Il m'a pris dans un hélicoptère. Nous avons filmé toute la région ouest du Burkina Faso, autour du fleuve Sourou, des irrigations de terre financées par des ONG américaines. Exactement. Et on redécoupait tout ça, on partageait ces portions de terre aux villageois qui cultivaient 4 denrées de céréales par an. Ne peut-on pas le faire au Cameroun? Pourquoi ne le fait-on jamais? Je ne dirais pas la chance, j'ai l'opportunité de vivre en Suisse où il y a des milliers de sièges d'ONG. Mais quand tu leur poses la question, ils sont toujours assez rétifs. Elles sont toujours assez rétives pour investir, s'investir. Comment je veux dire? Oui, s'investir dans les projets au Cameroun. Pourquoi? Parce que l'environnement administratif au Cameroun n'est pas incitatif. Parce qu'au Cameroun, il n'est pas possible de mener des actes administratifs dans les délais nécessaires ou adéquats. Vous parlez de ce coin que vous entrez, on dit tu as combien? Exactement, tu as combien? Quelle est ma part dedans? Quelle est ma part dedans? Oui, qu'est-ce que je gagne? Moi, je prends même l'accent. Exactement. Oui, puisque ça permet de se mettre dans le bain et puis de comprendre la chose. Donc, c'est pour ça que des pays comme le Burkina, le Mali bénéficient énormément de l'aide des ONG parce qu'ils sont ouverts assez aux ONG. Là, nous, le Cameroun n'est pas ouvert aux ONG.
c'est peut-être pas plus mal, mais... Pas totalement sous oui, exactement. Il faut encourager l'entrepreneuriat local. Il faut encourager l'entrepreneuriat. Soyons bêtes. Je m'appelle Ouafo, donc vous n'avez pas cherché sur Bamileke. Cette terre aurait été cédée au Bamileke, le lac aurait été brûlé au Cameroun. Exactement. Et le drame du Cameroun, c'est que le Cameroun a de très belles lois, de très beaux accords internationaux, mais malheureusement qui ne sont pas appliqués du tout ou qui ne bénéficient pas aux destinataires. D'ailleurs, je vais peut-être brûler une étape. Allez-y, brûlez. C'est à regret que les Camerounais que les personnes étrangères d'origine camerounaise, les personnes étrangères d'origine camerounaise, ça, c'est formidable, quoi. Se plaignent de ne pas pouvoir bénéficier de la nationalité camerounaise. De la double nationalité. De la double nationalité, que certains ont. Que certains ont. Par des canaux, des voies insondables. Oui, on va pas trop entrer dans le... Vous avez peur de ne pas... Non, c'est pas parce qu'on a peur, mais c'est juste parce que c'est une procédure entièrement opaque. On ne sait pas comment ça se passe, peut-il se faire que la loi refuse la double nationalité aux Camerounais, mais que certains Camerounais ont la double nationalité. Je l'ai dit l'autre jour à Xavier Ongolo à l'ambassade du Cameroun, je l'ai dit mardi dernier, monsieur Aïssi, Yébé, il est américain. Oui. Et il est ministre. Exactement. Comment fait-il? Comment ça se fait? Monsieur Moudi qui dirigeait une grosse société là, il est français. Oui. Comment fait-il? Il n'a pas pu t'apporter une explication. Il est français. Il est ambassadeur itinérant. Comment fait-il? Samuel qui a marqué les buts est espagnol. Oui. Comment fait-il? Ouais. Je vais arrêter la liste. Il n'y a aucune procédure officielle qui permet, une exception officielle qui permet ce genre de situations, mais elles sont là, et voilà, c'est comme ça. Donc je disais donc que dans cette catégorie de Camerounais qui ont dû acquérir une autre nationalité, ils se plaignent souvent de ne pas... D'être exclus. Voilà. Et surtout de ne pas pouvoir investir au Cameroun. C'est pas totalement vrai. Et ils ont peut-être tort de se plaindre en réalité. Faites attention. Oui. Faites très attention. Je vais bientôt faire un reportage sur un homme d'affaires important, camerounais, qui, malmené par l'administration au Cameroun, est allé s'installer dans un autre pays. Oui, mais... Et je vais bientôt, c'est prévu. Oui, mais ça, c'est une question de terrain, de pratique. C'est pas une question légale. C'est pas une question légale. Parce que notre voisin ancien Camerounais qui est devenu suisse, s'il veut investir au Cameroun, il bénéficie de toutes les conditions d'accès aux investissements qu'un Camerounais, parce qu'il y a une réciprocité entre la Suisse et le Cameroun. Il bénéficie de tout ça. Ensuite, on accélère, il va aussi pouvoir supporter toutes les difficultés qu'un Camerounais normal éprouve pour pouvoir investir. Mais au moment où il devra protéger son investissement, imaginons au cas où l'État a réquisitionné, ou bien l'État, à cause d'une faute de l'État, son investissement est perdu et qu'il fait des réclamations auprès de l'État. Et même contre des privés aussi. Et même contre des privés, s'il y a des difficultés avec des privés, il peut dès lors bénéficier de la protection diplomatique de son ambassade de Suisse, ce à quoi le Camerounais ordinaire n'a pas droit. Ce qui n'est pas toujours le cas. Hein. Non. Michel Thierry Atangana, s'il a bénéficié de la protection. Mais finalement, il en a bénéficié ou pas? Ou bien actuellement, il est en train de réclamer cette protection à la France. Oui. Alors, le Camerounais ordinaire, il n'a personne à qui il va se retourner. Vous dites que le Camerounais ordinaire n'est même pas protégé par son pays. Oui, mais il n'est pas suffisamment protégé par son pays. Est-il même déjà protégé? Non, pas suffisamment, je dis. Il est protégé, mais pas suffisamment. Et puis, il y a aussi un aspect des choses. C'est vrai qu'on dit que la justice au Cameroun est pourrie, mais il faudrait... J'ai dit, c'est vrai qu'on dit, mais il faudrait que le Camerounais s'habitue aussi à intenter des procédures judiciaires, même si au bout, il n'est pas très certain du résultat, mais il faut y aller. Vous pouvez le faire ou pas? J'ai pas mal de personnes attaquées au Cameroun, Canal 2,
Non, mais 4, Afrique Média qui pique mes sujets et rediffuse. Non, je peux vous donner des conseils par rapport à ça. Hein. Je peux vous donner des conseils, c'est pas... Non, mais il faut souvent oser, il faut commencer quelque part. Oui. Je vais le faire. Oui. Sur les investissements, dites-moi, même si la majeure partie des Camerounais le sait déjà, la répétition n'est pas une mauvaise chose, un investissement étranger, qu'est-ce que cela apporte aux nationaux? Un investissement étranger, ça devrait apporter, je vais y aller vraiment de façon très basique, ça devrait apporter des emplois, ça devrait apporter la technologie, oui, dans le processus de fabrication et de production, ça devrait apporter des infrastructures. Des infrastructures? Oui, parce que un agriculteur qui emploie 100 personnes, ou 200 ou 300 personnes, devrait certainement construire un petit dispensaire ou un semi-hôpital. Oui. Non, je dis toujours devrait parce que c'est plus prudent. Il devrait le faire. Vu la déforestation camerouno-gabonaise, il y aurait des routes partout dans ce pays. Exactement. Voilà, construire des routes pour aller en forêt chercher des trucs. Malheureusement, effectivement, c'est le débat qui est en cours actuellement. On est en train de peser le pour et le contre des incitatifs aux investissements. Est-ce que ce que l'État perd en incitant les entreprises étrangères à venir, parce qu'il y a des incitatifs financiers, il y a des incitatifs fiscaux, il y a plein d'autres choses que l'État peut mettre sur la balance pour inciter les entreprises étrangères à venir investir. Est-ce que ce que l'État perd en incitant les entreprises à venir investir localement, est-ce que l'État les gagne de l'autre autrement? Quand on sait que certaines entreprises qui entrent, il n'y a pas de droit de douane. Il n'y a pas de droit de douane, et puis pour ça, la déforestation, aux maladies, on a vu les aveux, les maladies ophtalmiques qui sont en nette progression dans la région de Pendjab, Banga et consorts. Donc on se pose la question, et ce débat a effectivement lieu. Est-ce qu'il ne faudrait pas supprimer sur le plan international les incitatifs aux investissements? Oui. Et c'est le débat actuel. On va revenir sur cette histoire des Chinois, car je vais bien rester. Il y a un adage au Cameroun qui pourrait s'apparenter à de la bouffonnerie, qui dit que tout ce qui est chinois ne dure pas. C'est vrai. Alors, parlez-nous de cette situation à Pendjab. Qu'est-ce qu'il s'y passe? À Pendjab, dans le Mongo, qu'est-ce qui se passe dans le Mongo? Il y a beaucoup de grogne en ce moment dans ce coin. Oui, effectivement, parce que... ces investissements étrangers. Exactement, parce que je crois que c'est un effet de l'explosion des outils de communication. Le fait que ce qu'on ignorait jusqu'à présent est en train de se révéler aux yeux des grands publics. Il y a, comme je t'ai dit, il y a une croissance exponentielle des cas de maladies ophtalmiques dues à l'épandage des pesticides dans les nanérins. Il faut dire les pesticides interdits. Oui, interdits, exactement, sont utilisés dans les pays du tiers-monde. Par ces mêmes Français, exactement. Exactement. C'est tout comme il y a des produits pesticides, produits chimiques qui sont interdits en Suisse, mais donc que les entreprises suisses fabriquent et exportent dans les pays en développement. Il ne faut pas dire en développement, car ce sont des pays éternellement en développement. Voilà, exactement. Ça fait 60 ans, ils sont donc c'est tout ça. Oui, et puis il y a le problème des terres qui ont été occupées il y a très longtemps. Il y a le problème de l'encadrement des travailleurs. Et beaucoup de travailleurs qui ne jugent pas de leurs droits. Donc c'est autant de choses qui... Je demande à GMTV+, de continuer à faire ce travail extrêmement important de recueillir les informations, de les recueillir avec esprit critique, pour ensuite les diffuser comme elle le fait, afin que les esprits s'éveillent, que les consciences s'ouvrent davantage et que les actes suivent.